Connectez-vous. S'il coupe, on passe encore ailleurs. On est à eux aujourd'hui là. Voilà. Bon, vous commencez à monter comme ça, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour votre mobilisation. Yes, ça. Ouais. Modo, c'est comment? On va couper ce TikTok. Ils t'ont jeté là-bas. Ils ont jeté mon corps. C'est trop bandit. Ils ont jeté mon corps. Ils ont pris Donc, ton code, ils ont jeté dehors. faites des cotisations pour moi. Hier, ouais, mon PayPal. D'accord, ils t'envoient 5 francs, c'est bon? Non, parce que c'est ça qui est la mode des jours là. Non, ne me laissez pas. Vraiment, je suis en danger. Je suis en Non, danger. vraiment, maintenant, on va tous cotiser maintenant. Génération cotisation. Cotiser. Parce que là, je ne peux pas m'en sortir. Je dois payer les avocats pour mon TikTok. Oh, Yako, ils t'ont jeté le TikTok. Yako, vraiment, Modo, Yako. Ah, moi, je t'ai vu sur TikTok, il rentre à la maison pour t'écouter. Bon, il te voit sur Facebook. Il dit, mais c'est quelle affaire? On a 500 personnes, ils sont pas prêts. Non, mais tu sais qu'il y a une plateforme qui existe. Tu passes sur TikTok, tu passes sur Twitch, tu passes sur X, mais simultanément. Bon, on va voir ça après. Quand ça va finir, t'expliques comment faire. Mais j'ai vu même que mon YouTube était endormi. Là, j'ai vu là. Ils m'ont dit que je peux passer un live dans 24 heures. Que je peux faire des lives et tout. Ok, ça c'est bon. Donc, je vais te montrer tout à l'heure quand tu as coupé, quand ça sera fini, je vais te montrer comment passer simultanément sur toutes ces plateformes-là. Comme ça, quand on te coupe ailleurs, tu peux dire à tes gars de te retrouver ailleurs. Tu n'es pas obligé de recommencer, quoi. Oui, ok. Et te laisse un peu. Bon, sinon on dit quoi ce soir? Non, mais il était en train de développer. Il était en train de développer, ils m'ont coupé. Mais tu développes quel sujet? Non, il développait. En fait, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir ce qu'il pense de la situation de Jolie, qu'est-ce qu'il pense de la traite des uns et des autres, tout ça. En fait. Bon, moi c'est simple, hein. C'est simple. YouTube, là, ils sont très clairs. Là, c'est en live, hein? Oui, j'essaie, j'écoute. J'essaie. Tu me connais, non? Hein, c'est moi qui vous envoie sur Internet. Oh, faut arrêter. Bodo, arrête tes conneries. Il a été le premier. Le premier Ivoirien va faire web radio en Côte d'Ivoire. Non, pas arrêter. Toi, tu peux témoigner. Arrête de vouloir te donner les lauriers. C'est moi, mais les 6. Premier Ivoirien va faire web radio. Facebooker pour Babo. Quand on était avec les Claudius, j'étais là aussi. Donc, Oui. dis pas que. Voilà. Qui a fait une radio? Oui, mais est-ce que moi, il essaie de. Bon, ok, tu es le plus fort, c'est bon, on va laisser. Non, on va aller à l'essentiel. Non, tu es le plus fort, c'est bon. On va laisser. C'est vous vous appelez. Sinon, attends, c'est vous qui avez commencé Facebook. Moi, je suis Facebook. Quand Facebook est venu domaine public 5 jours après. Toi, tu as connu i5. Toi, tu as connu les ancêtres de Facebook. Il dit, quand Facebook est rentré dans le domaine public, 5 jours après, moi, j'étais là. Claudie Poidieu peut témoigner. Abel qui peut témoigner. Tout cela. La première manifestation des pro-Babo en France, là, c'est sur ma radio, ça s'est fait d'abord. Et puis Abel qui a lancé l'appel. Ok. Bon, c'est pas grave. Tu n'écoutais pas ta radio? Ok, mais je suis le premier à avoir fait, si tu veux. Mais je suis le premier à avoir fait. Ici, le premier, ça va te mettre. Modo, faut te mettre là. Écoute, je vais juste te poser une question. Ouais, est-ce que le fait d'être le premier à avoir une Ferrari veut dire forcément que la première fois que moi je suis monté dans une Ferrari, c'est dans la tienne? C'est ça en fait. Non, oui, mais c'est que je suis le premier avant que toi tu montes dans une Ferrari là. Moi, je connaissais Ferrari. Nolivé dit il y a non, il te dit, avant que tu montes dans une Ferrari, moi je l'avais déjà. Avant que tu montes dans la Ferrari de quelqu'un là, moi j'avais la mienne. Ça, je vais répondre à Nolivé. Nolivé, petite causerie là, il voulait faire ma petite vidéo. Bon, on va parler de Johnny. Bon, ton sujet c'est Johnny, non? Ça c'est une parenthèse. C'est quoi alors?
le sujet? Le sujet n'était pas Johnny du tout. Hein. Mais c'est quoi le sujet? C'est un moment. Le Faut sujet pas, n'était pas Johnny. Hein. faut pas, Le sujet, faut pas en fait, agresser les ton gens, là-bas. non, du tout. D'accord. Le sujet, c'est le fait que à un moment donné, il y a un certain nombre d'activistes qui se font arrêter. OK? Maintenant, Et c'est malheureux. est-ce que c'est bien et tout? Ou bien est-ce qu'il y a une motivation particulière? Est-ce que certains se méritent et tout, etc. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas moyen et tout de faire autrement des choses de sorte à ne pas être le collimateur? OK? C'est un peu ça. Bon, écoutez, moi, je connais deux activistes. Enfin, le petit, comment ça s'appelle, la Ziggy? Pour moi, c'est un peu, c'est exagéré. Le petit l'a dit, le jour où on dépose nos candidatures, là, chacun a qu'à se mettre dans le maillot ivoirien. Après, ils sont allés chercher ces vidéos antérieures où, selon certaines personnes, il a appelé à l'insurrection. Moi, je n'ai pas suivi ça. Moi, j'ai juste suivi la vidéo où il a parlé de... où il a dit aux Ivoiriens de se mettre en maillot de Côte d'Ivoire, partout où ils sont, dans Maquis, dans la rue, chez eux. Maintenant, s'il y a autre chose, il faut qu'ils nous le disent. Mais jusqu'à présent, ils ont arrêté ce gamin. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Mais vraiment, je vous dis, il ne sait pas. Maintenant, s'agissant de Denis Pacheco, lui, ça fait longtemps, mais moi, je suis étonné avec ces menaces, c'est maintenant qu'il a des problèmes. Ce mec, il passe son temps à diffamer les gens. Il passe son temps à insulter la maman des gens. Il passe son temps à insulter tout le monde. Il passe son temps à menacer les gens. Il passe son temps à appeler le feu sur la Côte d'Ivoire alors que lui vit quelque part à l'étranger en toute sécurité. Et ça, vraiment, je ne supporte pas ça. Pour lui, là seulement, je n'ai pas de peine. Concernant Johnny Pacheco, je n'ai vraiment pas de peine. Parce que moi, je ne peux pas supporter. Moi, je suis en France. Je suis en sécurité chez moi. Le matin, il me lève, il m'a au travail, je reviens en sécurité. Donc, je ne peux pas appeler les gens en Côte d'Ivoire à faire une insurrection alors que moi, je ne suis pas là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Le jour où moi, j'ai appelé à une insurrection, c'est que j'ai la solution de la réaction du dictateur, que moi, j'appelle dictateur. Mais je ne peux pas m'asseoir en France ici et puis appeler les gens qui sont en Côte d'Ivoire à une insurrection alors que moi, je suis en sécurité en France. Donc, Johnny Pacheco, franchement, je suis étonné que c'est seulement maintenant qu'il y a des problèmes. Il a trop diffamé tout le monde. Il a insulté tout le monde. Il a diffamé tout le monde. Il a appelé à l'insurrection plusieurs fois. Franchement, je ne le plains pas. Maintenant, j'aimerais qu'on l'envoie en Côte d'Ivoire, mais pas qu'on le mette à la Maca, mais qu'on le laisse dans la rue en Côte d'Ivoire, et puis il va mobiliser, puis on va voir. On va voir si les gens l'écoutent. Toi, tu es sérieux là? Non, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. En Côte d'Ivoire, on le dépose. Enfin, on va voir si au marché d'Akabé, il va pouvoir suivre 5 minutes. Parce que moi, je ne comprends pas les gens qui sont derrière la caméra et qui jouent les garçons. Et puis, ils insultent Blé Goudé, le vrai garçon des garçons. Si on lui dit Blé Goudé parle les pères, là, il sait pourquoi il parle les pères. Papi, on était au pouvoir avec les moyens d'État. Hein? Un opposant nous a Bamougou et nous envoie en prison. Quand tu reviens là, de là, tu adoptes une autre démarche. On adopte cette démarche. Attends 2 secondes. Titi, tu es là? Ouais, je suis là, mais je ne sais pas comment on ferme la caméra là. Non, faut laisser la caméra là. Comme tu es beau gosse en ce moment ce soir là, je ne sais pas ce que tu as fait, quel combat tu as mis, mais tu es très beau gosse, donc il faut laisser comme ça. Laisse comme ça, reste comme ça, pas couper la caméra. Non, et puis, sois le bienvenu. Plutôt, oui. Comment? Il voulait plutôt mettre sa caméra, je crois. Non, il veut Non, pas. je voulais éteindre la caméra. Non, mais on ne te voit pas ici. Hein. Ah bon? Moi, je le vois très bien. Hein? Il a bonne mine. Il a une mine, il est serein. Moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas pourquoi.
Non, Mais Modo aussi, je ne te vois plus. Je te voyais tout à l'heure, mais je ne te vois plus. moi, je vous vois tous les deux. Mais bon, on s'entend. Ça veut dire que vous n'êtes pas la page. C'est moi qui suis la page. Moi, je vous vois tous les deux, vous ne me voyez pas, mais moi, je vous vois. Il y a Titi là, comment elle a fait caresser sa petite barbe blanche. Hein? Modo sourit. Ok. Bon, partagez la vidéo au maximum, non? S'il vous plaît. Titi, tu sais ce qui s'est Oui. passé, non? Bah, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ils m'ont bloqué. Ils m'ont dit je reviens le 26. Ils ont mon visa. Mais le 26, c'est quoi? Après demain, là, ou demain? Le 26 là. C'est juste une journée, c'est bon. 26 dans 3 jours, là. Ouais, Abdou Karim, sois salué. Tu vas bien? Ok, bon. Bon, de toute façon, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. En tout cas, moi, je t'entends très bien. Le son est Voilà, moi, parfait, l'image est parfaite. Et puis, tu passes très bien à l'écran, tu as bonne mine. Bon, ben, génial. Voilà. Moi, je ne vais pas rester longtemps avec vous, mais moi, je ne veux pas parler de Johnny. Je pense que... Ça vaut pas la peine. Je pense que Johnny, bon, il est... Moi, c'est un garçon qui me plaît bien parce qu'il est assez intelligent. Voilà. Il est assez intelligent. Le mec, il a vendu ses comptes. Peut-être qu'il a eu un 20 ou bien 30 millions actuellement. Il est assis dessus. Il est en train de fermer les comptes comme on le lui a demandé et il pleure. Depuis quand est-ce que quand on ferme un compte, on prend avocat? Tu ouvres un nouveau compte, c'est tout. Voilà. Et puis tu annonces, tes followers reviennent. Ça dépend des enjeux. En fait, là, en l'occurrence, il estime que, parce que il faut juste savoir que moi, par exemple, j'ai 158 comptes Facebook bloqués. À chaque fois qu'on bloque et tout, j'écoute. À chaque fois qu'on bloque et tout. Mais pour ceux qui ont monétisé, pour ceux qui atteignent, par exemple, le million de followers et tout, ça les fait chier de tout recommencer, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là que lui va entamer une procédure pour retrouver son compte. Non, mais Modo. Si les gens monétisent aussi et puis ils vont dans l'invective, ils vont dans le spectaculaire pour avoir de l'argent. On s'est compris. Ça, voilà. Oui, mais bon, Modo, oui. Si tu avais le million sur ce compte-là, si ce compte-là même avait fait 6 mois, bah, ça veut dire que tu as déjà mangé l'argent de ça, ça est là. Il faut prendre ça pour payer avocat. Pourquoi est-ce que les autres vont cotiser pour que tu payes avocat? Et puis, tu sais, et puis on est en Europe, hein, il est en Finlande. C'est pratiquement les pays scandinaves, ce sont des pays qui sont pratiquement parmi les plus développés en Europe de l'Ouest. Et il y a ce qu'on appelle en Europe ici les avocats commis d'office. Donc, quand tu es confronté à une situation, bah, tu peux prendre un avocat commis d'office. Ou bien tu peux même voir il y a plein d'associations hein, qui te permettent d'avoir un avocat pour régler ton problème. Ça, c'est sûr. Gratuitement même. Il y en a. Voilà. En France, en Allemagne, il y en a plein. Les avocats qui sont là et qui gratuitement t'aident. Donc, est-ce qu'on a besoin de cotiser 9 000 € pour avoir un avocat? On n'en a pas besoin. Il y a des avocats qui sont gratuits. Ce sont des avocats des associations. Bon, peut-être qu'il ne le sait pas. Comme c'est ton gars, il faut lui dire de se renseigner. Il va trouver un avocat gratuit. Modo souffle. C'est ton gars, non? Celui qui prend quelqu'un, c'est mon gars. Celui qui prend là-bas, c'est mon gars. Je prends, donner. Donner seulement. On est tous ivoiriens, donner. Je crois que, en fait, on dirait qu'il veut prendre un avocat de renom. Voilà. Parce que là, faut pas oublier aussi que pour ce qui concerne les avocats commis d'office, on sait que aussi c'est, voilà, ça, il joue pas des coudes non plus. Hein. Voilà, il fait le strict minimum. En tout cas, en France ici, tout le monde sait que quand tu as donné un avocat commis d'office, là, lui-même, il est capable de plaider coupable, vous avez gagné temps. Hein. Donc, ça, mais les non, mais c'est un avocat qui plaide ta cause, donc il a sa réputation aussi à défendre parce que ça fait pas dire son. Ils n'ont pas de réputation, c'est pour ça qu'ils font commis d'office. Donc toi, tu penses que tu te lèves, tu prends un mètre de geste, non, mais ça dépend. Non, mais ça dépend de ce qu'il va gagner.
si l'avocat commis d'office se rend compte que si je gagne ce procès-là, en plus, c'est des procès contre YouTube, c'est des procès contre les GAFA. Et les GAFA, c'est pas des petits morceaux. Voilà. Ils pèsent des milliards de dollars. Donc, quand tu gagnes contre ces gens-là, quand tu n'as rien mangé en tant qu'avocat, même si tu manges même 10%, bah, tu as eu ton salaire de 3 ans ou 4 ans, quoi. Voilà. Raison pour laquelle Johnny veut 9 000 € pour prendre un avocat de renom, puisqu'il va se frotter à des géants, comme tu l'as dit, le GAFA. Donc, c'est ça. Non, mais ce qu'il essaie de Et tu penses que c'est l'avocat de 9 000 €, mais 9 000 € plus commis d'office, ils sont dans la même catégorie. Hein. Exactement. Voilà. Les deux sont avocats. Comme tu as dit là, comme tu as dit, ce n'était pas le sujet. Bon, si tu veux, on t'écoute, si tu veux passer un message ici. Ouais, bon, moi, je ne suis pas là pour ça. Je pense que mon message, je l'avais déjà passé une fois et je reviens encore dessus. Voilà. Moi, je voulais appeler, en tout cas, tous les Ivoiriens qui nous écoutent à chaque fois. Hein. Et là, sur TikTok, tout à l'heure, tu avais 500 personnes qui étaient connectées. C'était vraiment super pour passer le message. Ouais. Mais c'est pas bien grave. On va remettre ça. Moi, je pense que aujourd'hui, il est assez important que chacun de nous commence à se mobiliser, commence à faire un travail autour de lui, que nous commençons déjà à contacter tous nos parents, tous nos amis, toutes nos connaissances qui sont inscrites sur cette liste électorale-là pour qu'elles commencent à chercher leur carte d'électeur. Voilà. Pour qu'elles commencent à chercher leur carte d'électeur et celles qui n'ont pas de pièces d'identité, qu'elles aillent faire leur certificat de nationalité et qu'elles préparent ça parce que la victoire est proche. Elle est à portée de main et il faudrait qu'on soit prêt au moment venu. J'ai publié sur mon compte Facebook dernièrement une vidéo du député Meassalé Timoko. On ne me dira pas que cet homme-là, il ne s'y connaît pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà gagné plusieurs élections en Côte d'Ivoire. Il est député et maire. Donc, il a gagné et législatives et municipales. Et dernièrement, même pour les municipales, là, il y a eu le scrutin avait été annulé. Exactement. Il a repris, il a mis une stratégie sur pied, les populations ont à nouveau cotisé pour qu'il puisse refaire campagne et il a gagné. Donc, je veux dire, moi, ce sont des exemples qui me permettent de comprendre que, quels que soient les mots qu'on va utiliser pour essayer de qualifier le régime d'Abidjan, je pense que la seule chose que nous n'avons pas encore fait, c'est de nous donner les moyens de gagner. Voilà, c'est de nous donner les moyens de gagner. On peut parler de dictature, on peut parler d'injustice, on peut parler de... Mais nous ne nous sommes jamais donné les moyens de gagner. Assalé Temoko s'est donné les moyens, il a gagné. Et surtout face à un gars du RDR. Du RDR. Face à l'appareil. Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, pour moi, Yopougon est l'exemple probant de ce que nous vivons chaque jour. Prenons Yopougon. Pour les législatives, les gens y sont allés, ils ont battu campagne, EDS a gagné. EDS n'est même pas un parti politique. Voilà. EDS n'est même pas un parti politique. EDS a gagné en son temps. Maintenant, on est arrivé au municipal. Il s'est avéré que les candidats de l'opposition étaient divisés. Voilà, étaient divisés. Et donc, on a constaté ce qu'on a constaté. Et c'est un peu ça que les gens veulent nous faire vivre aussi pour cette élection présidentielle. Bon, aujourd'hui, les électeurs sont appelés... Rosie, je suis connecté. Les électeurs ont la capacité de changer la donne. Voilà. Ils ont la capacité de changer la donne. Moi, je pense qu'il faut permettre aux gens vraiment d'aller aux urnes parce que à la dernière élection présidentielle de 2020, 4,5 millions d'électeurs inscrits sur la liste n'ont pas voté. On a toujours essayé de nous faire comprendre que cette liste-là, c'est vrai, il y a des irrégularités sur cette liste. Et moi, depuis le début sur des panels, j'ai dit, il y a des irrégularités sur cette liste. Mais il y a deux choses qu'il faudrait expliquer à nos camarades. Parce que la façon dont les gens les expliquent, ce n'est pas juste. Prenons par exemple la RLE. Qu'est-ce que ça signifie?
révision de la liste électorale. RLE ne signifie pas remplacement de la liste électorale, pas du tout, c'est révision. Et la liste électorale que nous avons là, c'est celle de 2010, c'est de 2000 même, qui a permis au président Laurent Gbagbo de gagner l'élection présidentielle. C'est la même liste là qui a permis encore en 2010 au premier tour de passer en tête et qui nous a permis en 2010 de gagner l'élection présidentielle avant que nous ne connaissions ce que nous avons connu. Et cette liste-là, en fait, les révisions nous permettent de faire quoi? D'ajouter de nouvelles personnes. Elles n'enlèvent pas celles qui sont déjà sur la liste. De 2000 à aujourd'hui, moi, je suis encore vivant. Et tout comme moi, il y a plein qui sont vivants. Et puis ceux qu'on a rajoutés, qui nous dit même qu'ils sont forcément tous RDR? Qui nous le dit? Rien. Personne n'a la certitude. Même le RHDP même n'a pas la certitude que s'il y a eu 2 millions de nouvelles personnes sur cette liste-là, de 2010 à aujourd'hui, qu'elles soient véritablement, toutes ces personnes-là, elles soient pro-RHDP. Même le RHDP n'en a pas la certitude. Parce que moi, je connais certains qui se sont inscrits sur cette liste-là en 2020. Je crois, oui, en 2020, mais qui ne sont pas RHDP. Je connais plein. Mais Titi, il y a même une autre notion. À supposer même qu'au départ, que ce soit des personnes RHDP enrôlées. Et entre-temps, dans le jour d'exprimer son vote et tout, et tu ne sais pas dans quel sens il trouve son vote. Donc, Mais, et ça c'est ce que j'ai appelé l'analyse du contexte politique. Et je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, le contexte politique joue un très grand rôle. Et puis, il y a deux éléments principaux. Il y a le contexte politique et il y a la gestion du pouvoir d'État, qui sont toujours négatifs pour le président sortant. Toujours. En 2000, Laurent Gbagbo n'avait jamais été président. Il n'avait jamais dirigé le pays. Il avait des idées. Tout le monde entendait ses idées. Donc, on aspirait en fait au changement. Quand il a gagné l'élection en 2000 avec 60% des voix, 60%. Quand il est arrivé au pouvoir, il a fait 10 ans. En 10 ans, c'est vrai qu'il y a eu la guerre, il y a eu la crise, il y a eu tout ce qu'il y avait, mais les Ivoiriens ont fait un constat d'une imperfection dans la mission qui lui avait été confiée. Certains Ivoiriens, pas tous, mais certains. Voilà. Et au premier tour, il a eu 38%. Il a eu 38% contre Alassane Ouattara qui a eu 32%. Quelqu'un qui n'avait jamais géré la nation, qui n'était pas, qu'on disait ne pas être aimé. Mais parce que à chaque contexte politique, il y a une volonté d'expérimenter quelque chose de nouveau. C'est comme ça, les électeurs. Ils ont cette volonté-là. Et après 15 ans, et les déceptions que nous voyons, que ce soit de notre côté, comme même dans le camp du RHDP, il y a de fortes chances que cet électorat qui leur était acquis ne leur soit pas acquis. Et je pense que le député Measalé Tchemoko a fait une très belle démonstration quand il a expliqué que le RHDP avait gagné contre KKB avec pratiquement 3 millions, bon, le président Alassane Ouattara, avec pratiquement 3 millions de voix, mais aux législatives, le RHDP a gagné les législatives avec seulement 1,5 million de personnes qui sont allées voter pour eux. Il y a eu une baisse. Voilà. Donc, il y a toujours un phénomène qui fait que le vote peut pencher en faveur de quelqu'un. Et moi, je le dis, si on avait cette union-là même en 2020, tous autour de KKB, tous les responsables politiques, même Chablé Goudé qui était en prison, Gbagbo Laurent qui était en prison, Afinguessan qui après s'est désisté, si tous les leaders avaient appelé les Ivoiriens à aller aux urnes et à voter pour KKB, KKB aurait gagné en 2020. Parce qu'il y a un contexte politique qui joue un rôle. Il y a une volonté de changement en fait qui existe dans la nation. Et ça, ce sont des éléments à prendre en compte. On ne peut pas dire aujourd'hui que parce que c'est un tel, il va forcément perdre. Ce n'est pas juste. Surtout qu'on connaît Simone Gbagbo. Elle n'est pas n'importe qui dans le microscope politique ivoirien. Voilà, à la création du FPI du président Laurent Gbagbo, elle a été la première formatrice politique et idéologique du FPI. Donc, quand comme il s'appelle, Bakongo dit que Simone a été la formatrice de Gbagbo, bon, il y en a qui insultent et tout, c'est vrai, on ne peut pas dire ça comme ça, mais elle a été la première formatrice idéologique et politique du FPI. Donc, elle a formé tout le monde. Elle a formé tout le monde.
Voilà. Moi-même, Titi Ira, j'ai été pendant près de 7 ans formateur politique et idéologique du COGEP en Europe. Voilà. Et j'étais secrétaire national, mais ceux qui étaient les vice-présidents, ils participaient à mes formations. Parce que c'était mon rôle dans le parti. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ce n'est pas une n'importe qui est... Voilà, elle a été ancienne députée, elle a joué un rôle vraiment très prépondérant. Quand on prend Awa Melo, il a été ministre. On a vu le travail qu'il a fait. Il a été directeur du BNet. Il a des connaissances des dossiers. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là viennent accompagner. Je pense qu'on a des réelles chances cette année-là. Et il faudrait que chacun à notre niveau, que nous appelions nos amis, que nous appelions nos connaissances, que nous appelions nos camarades, pour les emmener à comprendre l'enjeu. Voilà. Il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Titi, comme tu dis, moi je pense que chacun d'entre nous, si on envoie minimum 20 personnes, on arrive à convaincre au moins 20 personnes, juste 20 personnes à voter, on peut gagner cette élection. Je viens, hein, je viens. Bon, Titi est occupé, donc voilà. Molo, moi je pense que si on arrive dans nos entourages, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont motivés à faire partie à Alassane Ouattara aujourd'hui, 20 personnes à voter. Yes. Titi. Oui, je suis là. Attends. Ah, ok. Mais Titi, il ne faut pas te frapper là-bas. Hein? Non, bon, c'est la réalité d'Europe. Ok. Donc, je pense que si jamais, si nous, chacun d'entre nous, envoie au moins 20 à 30 personnes, on arrive à convaincre 20 personnes dans nos entourages, on peut gagner cette élection. Donc, cette histoire de dire que non, il faut boycotter parce que tel n'est pas là, moi je pense que ce n'est pas le combat. Ouattara ne va pas mettre ces gens-là sur la liste électorale. Donc, il faut qu'on choisisse quelqu'un dans notre entourage, dans notre camp, surtout dans la gauche. Il y a Awa Melo, il y a Simone Gbagbo. Pour moi, les deux là doivent se mettre ensemble pour choisir un d'entre eux. Parce qu'il ne faut pas qu'on parte aussi en rang dispersé, Modo. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, sur ce point, on est d'accord. Et le chef, il avait parlé de ça. Le chef a dit, là en ce moment, il faut maximiser tous les gains. Et maximiser les gains et tout, c'est de ne pas aller en rang dispersé et tout à cette élection-là. Et de ne pas aller aussi en rang dispersé. Mais la difficulté qu'on va avoir, c'est qui va se désister au côté de qui et quel est le critère qui permet à l'un de se désister par rapport à l'autre. Donc, je crois qu'ils sont en train d'y travailler. Ils sont en train d'y travailler. Mais à partir du moment où on arrive à une configuration d'une candidature unique face à Alassane Ouattara, je crois que ça peut être quelque chose d'important. Voilà. Pour moi, étant donné que nos chefs s'entendent avec les deux, il faut que nos chefs prennent sur lui la responsabilité de les enfermer, les deux là, hein, dans une chambre, et ils ne sortent pas tant qu'ils n'ont pas choisi entre les deux mêmes. Qui doit nous représenter. À la différence qu'au-delà du fait que les papaciens ils disent qu'ils ne votent pas pour Awa Melo, ils sont en train d'hésiter, genre le processus, le procédé ne les intéresse pas. Mais tu verras que si, par exemple, le cas de figure où Awa Melo se retire pour Simone et tout, mais ils ne vont pas le louper. Ils vont peut-être comprendre que non, et s'ils restaient, eux, ils étaient prêts à aller, mais voilà. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est moi, tout en tient qu'à moi, ce parti-là, il faut le dissoudre, il faut passer à autre chose. Non. Moi, je pense que dans les paparazziens, il y a beaucoup qui veulent voter. Ceux que tu entends parler là, qui ne veulent pas voter et qui sous-entendent et qui appellent presque pratiquement au boycott, mais sans vraiment le dire, parce qu'ils n'ont pas le courage de le dire, c'est des gens qui n'ont pas de carte d'électeur. C'est des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. C'est ceux-là qui font beaucoup de bruit. Mais les gens qui sont inscrits sur la liste électorale, ils veulent voter. Mais franchement, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour être inscrit sur la liste électorale pour boycotter. La plupart des gens qui parlent de boycott, là, c'est des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Je pense que ceux-là, ce n'est pas nécessaire même de s'adresser à eux parce que dans tous les cas, ils ne servent pas à rien. Ils ne servent à rien. Donc, il faut convaincre ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Ce qui m'a marqué, c'est que pour une fois, l'Olivier Kéhi est parti s'inscrire. Donc, non, mais le nouvel Kéhi était déjà sur la liste électorale il y a longtemps.
Oui, Comment mais c'est pas précaution, elle est partie et on lui a dit qu'elle était voilà. déjà. Sinon, nous, il y a longtemps, nous, on est là, voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand Olivier était parti s'inscrire, elle est en train d'écrire en bas. Quand elle est partie s'inscrire, elle m'a appelé, elle a dit, ah, les éléments là, ils sont très solidaires, ils sont très rapides, ils obéissent au mot d'ordre. On ne sait pas si c'est dans la mosquée on donne, mais quand on leur dit de partir s'enrôler là, ils étaient là. Hein. Pendant que moi, mes soeurs, ici, là, au dernier moment, oui, mais Modeste, le point d'enrôlement là, c'est au dernier jour. Les jours étaient déjà partis s'inscrire. Ouais, depuis le premier jour, eux étaient déjà là. Nous, déjà, voilà, parce que nos leaders respectifs je vais mettre une pizza. Ne faisaient pas en sorte qu'on aille s'inscrire. Ils étaient déjà dans une, on va dire, pratiquement boycott. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de pro-Gbagbo que moi je connais, un pro-Blé Goudé que je connais, qui sont inscrits sur la liste électorale. Et franchement, la plupart des gens qui ne voulaient pas aller s'inscrire sur la liste électorale, comme moi je connais en Europe, c'est eux qui parlent de boycott et ils ne se sont pas inscrits. Je te promets, quand tu entends quelqu'un parler de boycott, demande-lui sa carte d'électeur. Il n'en a pas, son numéro, il n'en a pas. C'est des gens qui ne sont pas inscrits. Non seulement on ne doit pas s'occuper d'eux. Dans tous les cas, ils ne pourront pas voter. Nous-mêmes, on dit ça là. En général, ceux qui font du bruit, et moi, je connais des gens à qui tu demandes, est-ce que tu es encarté? Ils ne connaissent même pas le verbe encarté. Bon, tu as compris. Voilà, tu as tout compris. Ils ne sont pas inscrits. Donc, c'est eux là qui font du bruit, qui sous-entendent qu'il faut boycotter. Mais moi, je pense que cette année-là, on a eu vraiment une chance. Il faut qu'on arrive à convaincre, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, 20 personnes, 30 personnes dans ton entourage, chacun d'entre nous, on peut gagner cette élection. C'est la masse qui va décider. Tiemoko, la dernière fois, a fait la démonstration sur Live TV. Et jusqu'à présent, personne n'a réussi à le contredire. Donc, ça veut dire qu'on peut gagner cette élection. Il faut juste y croire. Il faut juste être motivé. Il faut juste vraiment s'engager véritablement pour y aller. Modo, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, je te redis encore, le chef, la dernière fois, il a dit que ça... D'ailleurs, je crois que c'est dans ce cadre-là, il a entamé sa tournée. On a vu ses vidéos avec Jean-Luc Billon. Voilà. Il essaie juste d'être la passerelle pour tout le monde, pour essayer de comprendre quelles sont les chances, voilà, les difficultés qu'on aura aussi à unir tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'y crois. Le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous m'entendez? Ouais, il a dit mieux vaut participer à une élection, même quand il sait que c'est truqué, que de ne pas participer du tout. Donc, exactement. Bon, là, il y a Titira qui vient d'arriver, qui est disponible. Ouais, mais je voulais même dire, je voulais revenir sur ce que Mel a dit là. Oui, il a dit que le député Meassalé Tiemoko avait fait une démonstration qu'il n'y a personne pour le contredire. En fait, il n'y a personne pour contredire quoi que ce soit. Hein, parce que tous nos leaders là, que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, que ce soit le FPI ou n'importe qui, ils sont tous convaincus que une union totale de la gauche et de l'opposition, on gagne. Ils le savent. Ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est juste des problèmes de personnes, c'est tout. C'est juste des problèmes de personnes. Parce que quand tu écoutes les PPAC, ils te disent oui, il faut que ce soit Gbagbo Laurent pour qu'on puisse gagner. Mais si Gbagbo Laurent peut aller et puis gagner là, ça veut dire que si Simon Gbagbo aussi va là, on peut gagner. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient de chez lui à la maison avec sa liste électorale et puis qui vient à l'élection. C'est la même liste électorale là. Donc si un gars de l'opposition peut gagner avec la liste là, c'est que tout le monde peut gagner avec cette liste là. Exactement. La réalité, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour gagner? Il n'y a pas quelqu'un ici. Parce que, qu'est-ce que nous faisons pour gagner? Parce que ce qui fait que Ouattara est toujours victorieux chaque 5 ans, c'est qu'avant chaque élection, nous-mêmes, nous nous asseyons pour accuser nos camarades d'accompagner. Nous-mêmes, nous nous asseyons pour dire qu'avec cette liste électorale-là, on ne peut pas gagner. Nous-mêmes, nous nous asseyons pour dire que les gens sont vendus, ils ont été achetés. Mais quand nous-mêmes, à l'opposition, on finit de dire ça là, quand demain même notre candidat même a gagné là,
quand il va proclamer sa victoire et que, non, et que le président Ouattara va dire non, il a perdu, qu'est-ce que nous allons dire? Exactement. Parce qu'on donne déjà des arguments. C'est nous-mêmes, on donne les... Parce que sa première victoire, c'est que nous-mêmes, l'opposition, nous donnons les résultats d'une élection qui n'a même pas encore été faite avant même qu'elle ne commence. Voici le problème auquel on est confronté. Quand tu vas sur des panels, tu entends les PPAC qui sont partout pour dire oui, on ne peut pas gagner, on peut pas... Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gagner? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gagner? Ils ne nous l'expliquent pas. Et quand tu leur demandes pourquoi, la seule réponse qu'ils te donnent, c'est que ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ils ne te disent pas c'est parce que la liste est mauvaise. Non, c'est parce que ce n'est pas Gbagbo Laurent. Et ça, c'est dangereux. Donc, la question, c'est est-ce qu'on y va pour la Côte d'Ivoire ou bien on y va pour une personne? Il y a aussi ceux qui disent oui, et vous voulez aller à l'élection, mais vous ne venez même pas nous voir pour nous demander de vous accompagner. Mais attends, c'est pour la Côte d'Ivoire, tu t'es mis dedans ou bien c'est pour qu'on vienne te demander pardon? Voici les préoccupations qu'on a. Merci beaucoup. Comme si Ouattara restait au pouvoir, ça allait nous impacter, nous seulement qui voulons l'élection, pas eux. Moi, je ne comprends pas cette façon de réagir. Ouais, venez nous voir, pourquoi vous ne parlez pas avec nous? Bon, ils insultent ton leader, quand tu réponds, tu oublies que demain il y a l'élection. Mais toi-même là, si Ouattara gagne là, tu gagnes quoi dedans? C'est ça. Mais il y a eu des PPAciens qui ont écrit clairement sur Facebook que eux, ils iront voter le RHDP. Voilà. Il a écrit. Bon, ça aussi, je l'ai vu sur mon mur aussi. Ceux qui écrivent ça là, souvent, ils n'ont pas carte d'électeur. Il faut laisser cela. Ils n'ont pas carte d'électeur. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. La plupart de ceux qui ne veulent vraiment pas aller aux élections, mais je te jure, mais je promets, 99% de ceux qui ne veulent pas aux élections, ils n'ont pas le carte d'électeur. C'est là qu'on boycotté Black Modo. Oui. Tu t'es connecté ce soir sur TikTok. En moins de 40 minutes, 500 personnes se sont connectées pour t'écouter. Oui. Et si toi, Black Modo, tu lançais un mot d'ordre ce soir sur ton TikTok là, parmi les 500 là, il y a au moins 400 qui allaient suivre ton mot d'ordre parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils apprécient ce que tu fais, parce que voilà, tu es quelqu'un qu'ils admirent et tout. Tu t'imagines ceux qui viennent écrire ça, ces PPAC qui viennent écrire ça souvent sur mes murs quand on a les discussions là. Ce sont des gens qui aussi, à leur niveau, ils sont suivis. Peut-être que c'est 200, 300 personnes. Mais une élection, on la gagne même avec une voix de différence. Donc, quand ces 200 personnes viennent les lire, là, les 200 personnes aussi vont faire comme elles. Parce qu'elles se disent, si lui, il a dit ça, c'est que c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup qui suivent. Ça, on ne peut pas le nier. La politique, jusqu'à aujourd'hui, chez nous en Afrique, elle se fait par émotion. Rares sont ceux qui la font avec la raison. Aujourd'hui, les gens suivent les leaders en fonction de leur provenance et tout et tout. Ça, c'est encore fort chez nous. Il y a quelques-uns seulement parmi nous qui ont compris l'importance de regarder des programmes de société. Tu vois? Donc, voilà pourquoi c'est dangereux ce genre de choses-là. On ne peut rien négliger. Pardon? C'est ceux qui ont voyagé, qui sont venus à Bengué, ceux qui apprennent autrement les choses. Non. Mais non, pas du tout. Par exemple, moi, j'ai mon petit Christian Begré, il est en Côte d'Ivoire, mais il a une compréhension très grande de la chose politique. Voilà. Donc, c'est pas forcément ça. En fait, c'est souvent aussi le vécu, c'est les volontés de changement, c'est les appréhensions, les analyses, tu vois, c'est ça. Il y en a qui, eux, aujourd'hui, là, ils sont dans quelque chose, c'est celui-là ou rien. Et ça, c'est dangereux. Les gens ne pensent pas Côte d'Ivoire. Et c'est à ça qu'on veut les emmener. On veut les emmener à penser Côte d'Ivoire. C'est pas Titi Ira. Ce n'est pas Chablé Goudé. Ce n'est pas Simon Yves Gbagbo. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Tidiane Thiam. Ce n'est pas Jean-Louis Billon. Ce n'est pas Salé Tiemoko. C'est la Côte d'Ivoire. C'est elle qu'il faut choisir. Voilà.
Ce n'est pas un candidat retenu qu'il faut choisir, c'est eux qu'il faut choisir. Mais surtout que ceux qui sont retenus, là, surtout les gens de la gauche, là, s'il y a un qui gagne, forcément, les problèmes que les autres ont, on pourra les enlever puisque c'est politique. C'est même pas on pourra, on va les régler. Ce sera la première étape. Trump a gagné aux États-Unis. Trump a gagné aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'asseoir dans un stade et il a signé ses 100 premiers décrets. C'est par ça qu'il a commencé sa gouvernance. Il avait dit ça pendant sa campagne. Quand il est arrivé, il est allé s'asseoir, il a signé les 100 premiers décrets, il les a signés dans un stade. Mais même au-delà de ça, là, tous les partisans de Trump qui avaient investi le Capitole pour installer Trump et tout, qui ont été condamnés, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il les a libérés. Donc, il les a libérés. Voilà. Même les militaires qui avaient été chassés de l'armée parce qu'ils avaient refusé de se faire vacciner, il avait fait la promesse, il les a réintégrés. Et il a payé leurs arriérés de salaire. Donc, c'est la politique. Le problème aussi, là, c'est que la petite femme ne veut pas avoir la grande femme à la présidence. Moi, il n'y a pas de souci. Elle peut ne pas aller voter. Le président Gbagbo lui-même, s'il veut, il peut ne pas aller voter, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il se pose une question claire. Est-ce qu'il s'agit de Simone Gbagbo ou il s'agit de la Côte d'Ivoire? Parce que on est tous dedans. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est dehors. Bon, nous-mêmes là même qui parlons ici, nous on est dehors. Moi-même, c'est parce que je suis dehors que moi, je n'appellerai jamais quelqu'un à sortir pour aller faire une manifestation ou bien pour aller faire quoi que ce soit. Non, non, non. Le jour que je vais appeler quelqu'un, c'est que je suis à Abidjan, je suis sur la route. Dans le cas contraire, jamais. Allons-y aux urnes. Moi, c'est la seule alternative que j'ai à proposer. Parce que même ceux qui disent aujourd'hui, non, le 6 va devenir 9, c'est très beau, c'est intéressant. Moi, je ne leur en veux pas, je ne les critique pas. Mais ils le font comment? C'est ça. Il faut être réaliste. Moi, où je suis assis là, en tant que militant du COGEP, là, mon président Chablé Boudé, là, on cotise pour qu'il vive. Donc, il n'a même pas l'argent même pour organiser même meeting, même lui seul, à plus forte raison, dit qu'il va appeler à une insurrection, à quoi que ce soit. Nous, on a choisi la seule chose qui est facile à faire. La seule chose qui est facile là, c'est ça, nous, on a choisi. Et avec laquelle nous, on peut gagner au COGEP là, ce sont les urnes. C'est le choix que nous, on a fait. Et on y travaille. On a eu des réunions, on a discuté pour comprendre est-ce qu'on doit y aller, on ne doit pas y aller, pourquoi on y va, comment on y va. On a eu plusieurs réunions et on a décidé que la seule voie qui existe en Côte d'Ivoire pour le changement et l'alternance, ce sont les urnes. Aucune autre voie n'est possible en ce qui nous concerne au COGEP. Et nous avons pris notre décision. On va dire que nous sommes des traîtres, que nous sommes au restaurant, que quoi, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je dis une chose, hein, il n'y a pas de souci. Nous sommes des traîtres, nous sommes au restaurant, nous, on travaille pour Ouattara. On est avec eux au propre comme au figuré. On est, dites tout, il n'y a pas de souci. Mais nous, là, on vous donne jusqu'au 10 octobre. Renversez le RHDP, faites ce que vous voulez. Mais après ça, là, laissez-nous aller battre notre campagne pour notre élection. C'est tout. Maintenant, moi, j'appelle les Ivoiriens aussi à aller dire à leur leader. Mais c'est ça, qu'ils se disent à leur leader, bon, ce que vous voulez faire de nous, là, dites-nous dès maintenant, on va faire. Sinon, s'il n'y a pas de possibilité, laissez-nous, on va aller voter. Moi, je vois des panels où des gens disent, oui, on va prendre le pays là bientôt, on va prendre tout le monde à la place de la République. Tu vas prendre qui? Quel moyen? Il y a une question. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. Il y a certains qui sont partagés entre Simone et Don Melo, qui se reconnaissent dans Don Melo, qui se reconnaissent à Simone. Est-ce que ce serait pas judicieux que les deux se mettent ensemble pour quand même nous présenter un seul candidat? Ben, moi, personnellement, ça a été mon avis, ça a été mon point de vue dès le départ. Moi, je suis un homme de gauche. Je suis un social-démocrate, je suis un trotskiste. Simone et Don Melo rentrent dans le même cadre. C'est le programme politique que moi je regarde, ce n'est pas la personne. J'aime bien
la présidente Simone Veil Gbagbo, c'est notre maman, on l'aime tous très bien. Mais en même temps, j'aime aussi très bien Domelo, qui est aussi tout comme elle. Et puis les deux sont en plus même des docteurs, ce sont des grands intellectuels, ce sont des personnes qui sont au fait de la chose politique et de la chose étatique. Donc moi, je n'ai pas un choix spécifique. Moi, je veux juste le retour de la gauche au pouvoir pour que nous puissions mettre en place un programme de gauche, c'est-à-dire un programme qui prend en compte la première denrée pour le développement d'une nation qui est l'humain. Voilà. Voici moi ma première volonté, c'est le retour de la gauche au pouvoir et qu'on puisse mettre sur pied un programme de gauche. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est notre espoir à nous tous que la présidente Dr Simone Veil Gbagbo et le camarade Dr Awa Domelo puissent s'asseoir et discuter et trouver un consensus autour d'un seul candidat. Voilà, c'est notre souhait, mais il leur appartient de faire leur choix. Voilà, on ne va pas leur forcer la main ou les obliger à quoi que ce soit. Je pense que, vu aujourd'hui l'importance de la situation dans laquelle nous sommes, ils feront le bon choix. Voilà, moi je pense qu'ils feront le bon choix. Nous ne pouvons que les accompagner à prendre en tout cas la meilleure des décisions, celle qui pourra en tout cas coaliser tous les Ivoiriens, en tout cas les électeurs principalement autour d'eux, celle qui pourra véritablement redonner de l'engouement aux Ivoiriens et redonner de la confiance aux Ivoiriens vis-à-vis de leur classe politique. Mais ce choix-là leur appartient. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'ils feront le bon choix. Mais en même temps, comme je dis, il leur appartient de faire ce choix-là. Ce sont eux qui ont déposé leur candidature, qui ont payé leurs 50 millions, qui ont été retenus avec leur machine. Il ne nous appartient pas de leur imposer quoi que ce soit, mais nous pensons que, en tout cas, pour la nation, ils feront le bon choix. C'est notre espoir à nous tous. Oui, ça c'est le langage un peu diplomatique. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on leur force la main pour qu'ils fassent le bon choix. Parce que si les deux vont en rang dispersé, c'est sûr qu'on va perdre. Et je suis vraiment convaincu parce qu'ils parlent autour de moi. Les gens que j'essaie de convaincre de voter, ils sont partagés entre les deux personnes. Entre Simone et Domelo. Et franchement, il faut qu'on mette la pression pour que les deux s'entendent. Oui, et puis, toi-même, tu as encore la chance même que ceux à qui tu parles soient partagés. Moi, je parle aussi à des centaines, à des milliers de personnes, hein, dans des groupes même où je suis. Quand j'évoque le sujet, c'est la première préoccupation de tous ceux, en tout cas, qui prennent la parole. C'est leur première préoccupation. Est-ce que nos candidats de gauche là, vont se mettre ensemble pour dégager un seul nom? Voici leur première préoccupation. Et je peux te dire que toi-même, dans ton cas, ils sont partagés. Il y en a même qui jugent que si nos politiques, c'est-à-dire nos candidats principaux de gauche, n'ont même pas la force eux-mêmes de mettre de côté leur personne et leur ego, donc ce n'est même pas nécessaire même qu'eux, ils se fatiguent à aller voter. Tu vois? Donc il y en a qui ne veulent même pas aller voter si cette condition sine qua non n'est pas prise en compte. On essaye de les convaincre que au Sénégal, il y a eu 16 candidats. Il y avait un seul candidat du pouvoir. En définitive, l'opposition a gagné. Ils disent, mais oui, mais en même temps, au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel qui a refusé un troisième mandat du président en exercice. On n'a pas la même chose. On n'a pas la même chose. Non, Macky Sall. Macky Sall, pardon, excuse-moi. On n'a pas la même chose chez nous. Donc, on ne peut pas comparer un système très avancé au nôtre pour le moment. Donc voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mandat de deuxième ou de troisième république au Sénégal. Donc, comparaison n'étant pas raison, je dis bon, je suis d'accord, mais partons avec l'espoir que aujourd'hui, vu quand même les déceptions de toutes parts, qu'on puisse avoir un revirement de la situation, en tout cas à notre avantage. Mais il faut le rappeler, il faut le noter aujourd'hui, la majorité des électeurs et des Ivoiriens attendent un consensus à gauche.
Voilà. Donc, nous sommes là. Nous espérons que d'ici la fin de cette semaine ou bien d'ici le début du mois prochain, c'est-à-dire jusqu'au 1er au moins, la fumée blanche sortira. Voilà. La fumée blanche sortira et nous pourrons nous mettre en ordre de bataille pour affronter en tout cas cette campagne électorale-là et cette élection présidentielle. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde que nos leaders de la gauche arrivent à s'entendre et puis faire sortir cette fumée blanche que tout le monde attend de tout son vœu. Maintenant, qui tira? Oui. Oui, je t'écoute, hein, je t'entends. La campagne doit s'accentuer au cours de quel thème, à ton avis? Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des thèmes fondamentaux, hein. Voilà, il y a des thèmes fondamentaux. Il y a l'emploi. Voilà, il y a l'emploi. Moi, c'est une thématique qui est assez importante. Pourquoi? Parce que nous parlons de souveraineté la plupart du temps dans les nations et nous pensons que la souveraineté, c'est ne plus appartenir à la France ou ne plus appartenir à la Chine. Non, ce n'est pas ça. La souveraineté commence d'abord par la souveraineté des citoyens eux-mêmes dans une nation. Et la souveraineté d'un citoyen dans une nation, c'est d'avoir un emploi. C'est de pouvoir se prendre en charge. C'est de pouvoir subvenir à ses besoins. Ne pas tendre la main, ne pas mendier. Ça, c'est d'abord la première souveraineté. Oui, d'accord. Mais ça s'organise comment, ça? Et lorsqu'on a... Oui, mais c'est ça. L'emploi, il faut créer des emplois. Et créer des emplois passe par deux facteurs principaux. En ce qui nous concerne, en tout cas dans notre vision, bon, ça c'est la vision du COGEP, est-ce que c'est la vision de on sait que l'État ne peut pas tout absorber. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ben, il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat et il faut investir en masse. C'est important. Il y a l'investissement et il y a l'entrepreneuriat. Oui, il faut investir. Il faut des moyens. Comme ici, par exemple, il y a des microcrédits, il y a l'accessibilité au crédit. Non, c'est totalement différent. C'est totalement différent. L'investissement, il est fait par le gouvernement, il est fait par l'État. L'investissement dans toute sa splendeur, sa forme est fait par l'État. C'est-à-dire quoi? L'État va investir dans des projets de développement concret. Voilà. C'est-à-dire, il ne s'agira plus de juste commander à l'extérieur, mais l'État doit pouvoir mettre sur pied des capacités de transformation sur place, des capacités de production encore plus élevées, voilà, c'est-à-dire pas en industrialisant dans toute sa totalité, mais il faut machiniser. Il faut machiniser d'abord notre production. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes premiers producteurs. Un exemple. Moi qui suis producteur en arcade, par exemple, oui. J'ai bien envie d'industrialiser, de faire la décortication, mais il faut des fonds. Où est-ce que je les trouve? C'est là où se trouve le problème. Et ça, c'est... En fait, quand nous parlons d'entrepreneuriat, d'abord, toi, en tant que producteur, c'est vrai que on parle d'agriculteurs et tout ça, mais c'est aussi de l'entrepreneuriat puisque ce sont des entreprises. Et quand tu mets ça sur pied, et c'est ce que nous voulons faire, c'est-à-dire dégager des fonds d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Mais au-delà même de dégager des fonds pour accompagner, il faut aussi mettre des structures de formation et d'accompagnement structurels sur pied. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis, moi, je dis toujours que là où je dis que le RHDP a échoué, c'est que notre président de la République, nous avons eu la chance d'avoir un président de la République qui est banquier. Voilà, qui a travaillé au FMI et qui a travaillé en tout cas, à la Banque mondiale et tout, qui sont de très grandes banques. Et moi, mon souhait n'a pas été que notre président qui est banquier ne construise que des ponts et des routes. Ça, bon, ça, ce sont les ingénieurs en ponts et chaussées. J'aurais vraiment voulu qu'ils développent pour nous un système bancaire adapté à notre situation. Parce qu'aujourd'hui, la captation du flux monétaire se fait à travers les banques dans les pays développés. Aujourd'hui, toi-même, mets les 6 en France ici. Si tu as 7 000 euros sur ton compte, tu ne peux pas aller demain là pour retirer tes 7 000 euros. Ils vont te demander qu'est-ce que tu veux en faire. Exactement.
Il faut que tu expliques. Sinon, on ne te donnera pas tes 7 000 euros. On va te dire, bon, tout ce qu'on peut te donner, c'est 1 500 ou bien 2 000. Exactement. Tu dis, je vais acheter une voiture, on va te dire, bon, faut aller voir celui qui vend la voiture. Là, il faut qu'il te donne un papier qui justifie qu'effectivement, tu veux acheter un véhicule chez lui. Pour qu'on puisse débloquer les 7 000. Et ce qu'ils font, c'est qu'on ne te débloque même pas les 7 000, on ne te les donne pas, on te donne un chèque. Un chèque de Que banque. tu dois déposer chez le concessionnaire. Ce chèque-là, tu ne peux pas le déposer ailleurs. C'est-à-dire que lui, tu lui donnes et lui, il vient redéposer dans ta banque. Donc, déjà, il y a la captation du flux monétaire qui se fait dans la nation à travers la banque. Ici, tout le monde est payé à travers la banque. On ne paye pas main à main. Dès qu'on commence à te payer main à main, c'est au black. Et si on te prend, tu seras puni par la loi. Donc, il fallait créer un système bancaire qui nous permet de capter tout l'argent qui est dans les ablacons, qui est dans les Keiwa, et sous les oreillers, dans les matelas et tout ça. Parce que nos pays sont riches, mais ils sont pauvres en ce que l'État n'a pas la capacité de capter toute cette masse monétaire-là pour l'utiliser et le réinvestir en fait dans la nation. On a des personnes qui dorment aujourd'hui avec 20, 30 millions dans leur maison. En même temps, est-ce que ce n'est pas la faute aussi des banques en 2010 qui ont politisé là-dessus? Non, ce n'est pas, non, ce n'est pas la faute des banques. Ce n'est pas la faute des banques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un système bancaire à nous, en Côte d'Ivoire. Nous avons des banques étrangères qui, elles aussi, ont peur de donner des crédits et voir leur argent disparaître. Si on avait un système bancaire réel, ici en France, la banque n'a même pas peur. Pourquoi? Parce que, mon ami, quand tu prends là, son argent là, son crédit là, elle sait qu'elle peut appeler un huissier. L'huissier va aller te déposer un papier, on va te poursuivre, on va récupérer l'argent. Même si l'argent est dans un autre compte ou bien quelque part, on peut le récupérer. Mais chez nous, on ne sait même pas où tu habites. Même pour que l'huissier te retrouve, c'est un problème. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà pourquoi les systèmes comme la COPEC, par exemple, avaient permis à un moment donné aux Ivoiriens de capter de l'argent. Regarde qu'aujourd'hui, les Ivoiriens eux-mêmes ayant peur de garder l'argent chez eux parce qu'ils peuvent être agressés, parce que l'argent, la maison peut aller en fumée, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent aujourd'hui leur argent sur Wave ou bien sur Orange Money. Au point même où sur Wave, tu as des coffres forts, c'est-à-dire tu peux mettre de l'argent dedans bloqué et puis dire non, je vais récupérer mon argent dans un mois. Donc ton argent est bloqué sur Wave. Mais ce sont des systèmes bancaires vraiment micro. On aurait pu développer un système adapté et pour ça, nous avons des spécialistes. Nous avons des spécialistes dans le domaine bancaire qui auraient pu mettre sur pied, mais voilà où ce qu'on appelle l'investissement. C'est-à-dire que l'État doit être en capacité de leur donner de l'argent pour créer des banques qui s'adaptent à notre sociologie et à nos us et coutumes. Et on a des spécialistes qui peuvent le faire pour pouvoir capter toute cette masse-là. D'accord. Pour changer de sujet, pour revenir au sujet élection. Toi, moi je pense que vous faites beaucoup de réunions, donc forcément vous avez des mots-clés. Si on doit convaincre nos amis d'aller voter, oui, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Ben, moi, je pense que globalement, nous leur avons déjà expliqué toutes les chances que nous avons de gagner cette élection-là cette année. Déjà, il est très important d'avoir des candidats qui soient à la hauteur. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire on veut changer, mais tu changes comment? On a aujourd'hui des candidats qui ont déjà géré la chose étatique. On a des candidats qui sont au fait des réalités de la nation. On a des candidats qui connaissent les dossiers parce qu'ils y ont touché, ils y ont travaillé. Donc déjà, au niveau des débats, on aura des candidats qui pourront nous faire des propositions concrètes de la vision de gauche en ce qui concerne la transformation et la modernisation de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est que nous avons des chiffres concrets qui nous montrent qu'aujourd'hui, cette liste électorale-là, elle est certainement truffée
d'irrégularité, Ah oui, ça c'est mais elle ne justifie pas la victoire d'un camp sur un autre à 100%. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le contexte qui rentre en ligne de compte. Et le contexte, on a été au fait de ce contexte politique-là. Entre 2000 et 2010, Laurent Gbagbo est passé de 60% à 38%, c'est-à-dire un écart de 22% en 10 ans. Tout simplement à cause de certaines insatisfactions. Donc, imagine-toi, après 15 ans d'insatisfaction, après 15 ans où des familles entières ont eu leurs enfants qui sont allés en prison, qui ne sont pas ressortis. Après 15 ans où dans une nation, on a coupé une tête pour jouer au ballon, c'est-à-dire on a atteint le summum même de la cruauté. Où on a cassé les oui, après 15 ans, ceux mêmes qui étaient traités de pro-RHDP et qui vivaient dans des bidonvilles ont eu leur maison cassée. Des familles entières se sont retrouvées au bord de la route avec des enfants à bas âge. Donc, nous avons des capacités aujourd'hui de proposer un nouveau contrat social à la population et de ramener cette masse humaine-là à nous. Voilà. Donc, si le RHDP avait 3 à 4 millions de voix, nous avons encore la capacité de récupérer 1,5 million à 2 millions. Voilà, par rapport au changement que nous voulons apporter. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui nous permettront de gagner cette élection. Maintenant, ce qui nous revient de droit de faire, c'est de développer des stratégies assez concrètes pour la surveillance de ces élections-là, sans bavure. Voilà. Et pour ça, je pense que nous avons déjà eu des expériences avec Assalé Tiemoko et d'autres leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire. Nous pouvons mettre toutes ces expériences-là ensemble et puis surveiller ces élections. Quelques exemples de surveillance. Nous avons 25 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Il faudrait que tous les leaders que tu vois là, le président Charles Goudé, la présidente Simone Yves Gbagbo, Awa Domelo, Bion, Assalé Tiemoko, le président Pascal Afindessan, Laurent Gbagbo, le président Thiam, que ces personnes-là, que chacun dise, bon, nous, on donne 10 000 de nos militants, que nous-mêmes, on va prendre en charge pour la surveillance de ces élections. Ils en ont les moyens. Et on réussit à avoir 100 000 personnes qu'on réussit à former pour 25 000 bureaux de vote. Ça nous fait 4 personnes par bureau de vote. Et les 4 personnes, on nous demande 2. Mais on met 2 dans les bureaux de vote et on a 2 qui sont là. Ils sont devant, ils comptent. Ils ont des carnets, ils comptent le nombre de personnes qui sont venues voter dans la journée, qui sont entrées dans l'isoloir. Ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas dans le bureau de vote. Ils sont juste arrêtés devant. Ils sont 2. Ni 10, ni 20, ni 30. Non, 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 ils sont que 2. Ils sont dans la tenue, en tout cas de notre candidat. Ils sont là. Ils ne touchent à personne, ils n'insultent personne. Ils ne font que compter le nombre de personnes qui sont venues voter dans la journée. Et après ça c'est vraiment un détail. Mais au-delà de ça, il y aura d'autres stratégies. Ils ont même la capacité de filmer les résultats et tout, pour nous les donner. Donc, il faudrait que nos QG aient les résultats même déjà avant que les résultats n'arrivent à la question que je voulais poser ici, est-ce que c'est possible d'envoyer les résultats heure par heure dans chaque groupe, créer des groupes WhatsApp, comme tu as dit tout à l'heure, créer des groupes WhatsApp, envoyer heure par heure les résultats. C'est possible? On connaît le nombre de bureaux de vote. Il y en a 25 000. C'est-à-dire que dans notre QG, par exemple, dans notre QG, on dit on a 50 personnes. Ces 50 personnes-là, c'est-à-dire, si on a 25, ça fait 1000 bureaux de vote par personne. Si on a 50, ça fait 500 bureaux de vote par personne. Nous-mêmes, on établit déjà des listings des bureaux et qu'on leur donne. C'est-à-dire, dès qu'on lui donne le chiffre là-bas, celui qui est dans le bureau là, il a le numéro de celui qui est assis au QG. C'est-à-dire, dès que c'est fait là,
on l'appelle, on lui dit voilà ce qu'on a eu. Lui, il note dans la cage là. Quand il a noté là, il transmet automatiquement aux informaticiens. Les informaticiens mettent ça dans le tableau Excel. Excel là, il calcule seul. Voilà, Excel là, c'est pourquoi on l'a créé. Il calcule seul. Donc quand on met 3000, après on met 200, après on met 150, on met 2000. Lui, il calcule. À la fin, il te donne le total. Voilà. Okay. À la fin, il te donne le total. Modo, je vois que tu avais une question. Non, je disais simplement, c'est le même résultat qu'on a utilisé et tout avec les militaires. Avec les militaires au temps des GEI, là. Moi, par exemple, j'étais dans un bureau de vote pour Laurent Gbagbo, mais après, nous, en tant qu'assesseurs, dès qu'on finit de compter et que les chiffres... À quel moment vous comptez déjà? À la fin des élections ou... à la fermeture du bureau à 18h. Okay. Quand le bureau de vote, chaque bureau de vote a son heure en fonction des difficultés. Il y en a, on peut dire 18h. Et puis, tu vois que c'est vers 18h qu'il y a plus de monde. Ou bien les gens ont eu du mal et tout à arriver. Donc, des décisions sont prises de façon commune. Genre, on ajoute 30 minutes ou bien des trucs comme ça. Bref. Mais quand vous finissez, vous procédez au décompte, au comptage. Vous comptez Laurent Gbagbo, un trait, l'autre, un trait. Quand vous finissez, on dit 100 voix pour Laurent Gbagbo, 45 pour l'autre. Et puis, bulletin, voilà. Moi, j'ai voilà, justement, à partir de là, est-ce que c'est possible que ce soit filmé à partir du moment où on met les traits là? Est-ce que c'est possible que ce soit filmé? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Nous, à cette époque, nous, on avait juste notre téléphone. Mais quand nous, on finit d'enregistrer ça là, on envoie directement. Donc, quand les militaires ont commencé à dire qu'ils sont, ils sont en avance là, nous, on a compris que c'était faux. D'accord. Oui, j'ai compris. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est possible de filmer. Est-ce que la CEI mais pour répondre à ta question, il y a la possibilité de filmer parce que même un agent de police qui est une force de l'ordre, même quand il t'arrête, tu as le droit de le filmer. Tu peux filmer les résultats. Ce n'est pas un vol. Ce sont des résultats qui appartiennent à tous les Ivoiriens. Ce sont des résultats qui seront proclamés. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut interdire de les filmer? C'est qu'on a envie de cacher quelque chose. Exactement. Sinon, ces résultats, ils appartiennent à tous les Ivoiriens. Ce ne sont pas les résultats d'un groupe contre un autre groupe. Non. Ce sont les résultats du vote des Ivoiriens. Donc, voilà, ils appartiennent à tout le monde. Donc, tout le monde peut en posséder comme il le désire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà pourquoi je veux proposer, en fait. Moi, je pense qu'il faut que chaque bureau de vote ait son groupe WhatsApp où on filme et les comptes sont faits en direct dans chaque groupe WhatsApp de chaque bureau de vote. Est-ce que c'est possible, ça? Groupe WhatsApp des bureaux de vote, c'est un peu compliqué parce que qui est dans le groupe, qui n'est pas dans le groupe? Tu as 2 assesseurs par bureau de vote. Voilà. Tu as 2 assesseurs. Comme on a dit là, les 2 assesseurs, il faudrait qu'ils soient là. Et il faudrait aussi avoir les moyens de payer nos assesseurs. Parce que où souvent le problème se pose, c'est que le camp qui a plus d'argent, quand ils arrivent là, il peut prendre tes assesseurs de côté et leur donner 500 000. Le gars pour qui il touche même 5 mais oui, mais bien sûr, le gars pour qui il touche 10 000, il doit attendre 2 mois. Ce jour-là, on lui compte 500 000. Tu vois un peu? Voilà pourquoi moi je dis qu'au-delà même de nos 2 assesseurs qui sont à l'intérieur, là, on poste encore 2 autres dehors qui comptent tous ceux qui rentrent. Donc si dans la journée, il y a eu 500 personnes qui sont rentrées là, eux, ils ont leur note. On ne peut pas venir nous dire après que non, il y a eu 3 000 votants. Exactement. C'est vrai que tu comprends. Mais on va développer les stratégies. Il faut aussi que nos gars, parce qu'il y a aussi l'honnêteté des assesseurs de bureau et qui va aussi compter pour beaucoup. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là à prendre en ligne de compte, quoi. Voilà. Voilà pourquoi il serait plus intéressant que ce soit des militants des partis d'opposition et de gauche. Parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont vraiment une certaine notion, une certaine compréhension de la chose politique, qui ont une certaine volonté. Moi, je prends par exemple les militants du COGEP. Nous, on n'a pas d'élus, on n'a pas de nommés, on n'a rien. Moi-même, je suis en Bengue ici, là, je fais Jossi. Mais c'est dans Jossi, on paye billet d'avion quand le parti a une manifestation. C'est dans Jossi là que nous cotisons. Exactement. Pourtant, aujourd'hui, je suis en train de parler à toi. Moi, j'ai l'opportunité d'être au RHDP, d'être au restaurant, mais je n'y suis pas. J'étais au PDCI où c'était un restaurant en montant. Quand j'y étais, j'ai quitté, malgré qu'on ne m'avait pas chassé. Donc, pour te dire que
il faut prendre cet aspect-là aussi en compte. Il faut prendre des militants des partis politiques parce que ce sont des gens qui, pour la plupart, ont une certaine volonté déjà de changement. Donc, ils sont un peu plus difficilement corruptibles. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les corrompre, mais ils sont plus difficilement corruptibles qu'un citoyen lambda qui, lui, bon, il se cherche, il est là, votre histoire politique ne l'intéresse même pas. Comme il est dans le village, on lui a dit, viens, tu vas surveiller pour celui-là. Voilà, donc je pense qu'il faudrait qu'on s'organise à ce niveau-là pour que nous puissions envoyer nos militants, en tout cas dans les 25 000 bureaux de vote, pour que la surveillance soit quand même plus efficace. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en ligne de compte. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est vraiment la mobilisation. Après la mobilisation, la sécurisation des bureaux de vote et la transparence, en fait, qui compte réellement. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous ayez battre campagne autour de vous, autour de vos amis, autour de ceux qui sont indécis ou ceux qui sont déjà engagés et puis les amener à nous. Maintenant, Titira. Oui. C'est compliqué. On va revenir encore, on va encore revenir à ce qu'on avait dit. Oui. Titi. Oui. Genre un quart d'heure. Oh oui, bien sûr. Oh, un quart d'heure même. Je pense que 10 minutes même, c'est bon. Hein. On va aller dormir. Voilà, on va revenir encore au sujet qu'on avait débattu déjà, on avait déjà commencé. Moi, je pense que vraiment le sujet central, c'est qu'il faut qu'on ait un seul candidat. Donc, le boulot que doit faire le COJEP, qui a l'air d'être aujourd'hui l'arbitre de la gauche, de nos candidats, c'est d'essayer de convaincre les candidats de gauche de nous donner un seul candidat. Vraiment, ça, j'insiste dessus. Et toi qui es au COJEP, qui est un cadre du COJEP, oui. Quelles sont les modalités que vous avez choisies actuellement pour essayer de convaincre pour que quelqu'un, un seul candidat nous soit présenté, pour qu'il ait une fumée blanche comme au Vatican? Moi, ce que moi je peux te dire, moi, Titira, voilà, pas au nom du COJEP, ce que je peux te dire, c'est que moi personnellement, j'ai déjà été approché par des doméloïstes et par des simonistes, et qui eux-mêmes sont déjà venus avec la question de comment est-ce qu'on fait. D'accord. Il faut que... C'est déjà un bon point. Voilà, ça a été la première étape me concernant, hein, moi je parle de moi-même, qui eux-mêmes se sont déjà posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que si on y va à deux, ce n'est pas bon. On fait comment? Déjà, voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que c'est un élément pour lequel nous ne nous précipitons pas, parce que les candidats retenus eux-mêmes, ils en ont pleine conscience. Et leurs quartiers généraux en ont pleine conscience. Voilà. Moi, je pense que nous, on n'a rien à dire, nous, au COJEP. Voilà. On n'a rien à dire au président Charles Goudé. Voilà. Il tourne, il écoute les Ivoiriens, il les entend. Et nous sommes convaincus que ce problème-là, il sera traité. Voilà. Nous espérons, comme tout Ivoirien, que la fumée blanche sorte d'ici la fin de cette semaine-là ou en début du mois d'octobre. Voilà, que la fumée blanche sorte pour que nous puissions rentrer véritablement vraiment dans la pré-campagne et que nous puissions aborder la campagne en elle-même vraiment avec toute l'énergie parce qu'elle ne va durer que 10 jours la campagne. 10 jours pendant lesquels il faudra parcourir toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile et donc je pense que pour le moment on ne va pas s'éparpiller. Comme je l'ai dit, les candidats on ne va pas leur forcer la main parce que nous-mêmes nous sommes convaincus que eux ils ont pleine conscience de l'enjeu. Voilà, ils ont pleine conscience de l'enjeu et ils prendront les décisions adéquates, les décisions idoines pour que nous puissions gagner cette élection-là. Et ils savent que la première étape pour redonner en tout cas de la vigueur aux Ivoiriens, pour leur donner, pour relancer en eux l'amour du politique en Côte d'Ivoire, c'est de faire un geste, en faveur des électeurs et des Ivoiriens dans leur ensemble. Et ce geste-là, il passe inexorablement
par le rejet de son ego, de l'égoïsme et de sa personne pour choisir la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis pleinement conscient qu'ils ont déjà compris, en tout cas cet enjeu-là, ils y travaillent et la fumée blanche sortira. Moi, j'en suis fortement convaincu parce que les candidats que nous avons aujourd'hui à gauche, ce ne sont pas de n'importe qui, ce ne sont pas des gens de la dernière pluie, ce sont en tout cas des personnes qui, comme je l'ai dit, politiquement sont formées. Ce sont des personnes qui aussi, pour la gestion de l'État, sont outillées et nous allons y arriver avec eux. Voilà. En tout cas, merci Titira, merci tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Moi, je pense que c'est bon, voilà, c'est une première et c'est très bien. Demain, enfin, les jours à venir, on va essayer d'avoir un autre débatteur, comme Titira, par exemple, Arsène Toho, les représentants des autres candidats, et puis on va essayer de leur poser des questions qu'on a posées à Titira ce soir, qui s'en est très bien sorti. Merci beaucoup. Et je pense qu'il est tard. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Demain, il est 22h53 sur Paris. Donc, je pense que c'est 1 heure ou 2 heures avant en Côte d'Ivoire. On vous remercie tous. Merci d'avoir suivi Off Black Moto Live. Et puis, on reviendra très bientôt. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci et bonne soirée chez vous. Ciao.